cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler des systèmes de transmission du mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer ce que c'est qu'une transmission du mouvement, on va nommer les mouvements qui est possible d'observer dans ces mécanismes-là, puis après ça, on va voir, je dirais peut-être 5-6 mécanismes les plus fréquents de transmission du mouvement, puis pour chacun, on va parler du sens de rotation ou du mouvement de translation si c'est des mouvements de translation qui sont impliqués. On va parler aussi de réversibilité du système, donc savoir si le système est réversible ou pas, puis on va se donner ensuite des exemples dans la vie de tous les jours dans lesquels on retrouve ce genre de mécanisme-là. Donc, transmission du mouvement, ça veut dire que de l'organe moteur à l'organe récepteur, on va avoir exactement le même mouvement. Donc, si on parle de rotation, on va avoir une rotation à la fin, et si on a une translation au début, on aura une translation à la fin. Donc, comme je disais, dans les mécanismes de transformation du mouvement, on garde le même mouvement du début à la fin, de l'organe moteur à l'organe récepteur. Qu'on ait un organe de liaison ou pas, ça ne dérange pas. Donc, ce qu'on veut comparer, c'est l'organe moteur et l'organe récepteur. Si le mouvement est conservé, on est en présence d'un système de transmission du mouvement. Donc maintenant, on va y aller avec des exemples. Donc, premier exemple, les roues de friction. Donc, les roues de friction, c'est deux roues qui sont solidaires, en fait, qui sont côte à côte. Il y a un contact entre les deux. Donc, ce qu'on peut observer, si on regarde l'exemple qui est là de la petite roue de friction et la grande roue de friction, un peu comme les engrenages qu'on a parlé dans une vidéo précédente où on voit le sens de rotation qui est inversé. Donc, dès qu'il y a un contact direct entre les roues, il y aura une inversion du sens de rotation. Donc ici, premier petit point, les roues tournent dans des sens contraires. Ensuite, il faut parler de réversibilité. Donc on veut savoir si c'est un mécanisme qui est réversible ou pas. Je vous explique ce que c'est que la réversibilité du système. Donc si, par exemple, je prends la petite roue comme étant la roue motrice, donc l'organe moteur, et la grande roue comme étant la roue réceptrice, donc l'organe récepteur. Donc si je tourne la petite roue, je dois me poser la question, est-ce que la grande roue va aussi faire un mouvement de rotation? La réponse, c'est oui. Maintenant, je veux savoir si c'est réversible. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je viens inverser la roue motrice avec la roue réceptrice. Donc, je viens inverser la roue motrice et la roue réceptrice. Ce que je veux dire par inverser, c'est qu'à la place de faire tourner la petite roue, ma force va être appliquée sur la grande roue. Donc là, je vais me poser la question, est-ce que si je fais tourner la grande roue, est-ce que la petite roue va tourner? Donc si je dis oui à ça, c'est un mécanisme qui est réversible. Donc la réversibilité, c'est pas « je tourne dans le sens horaire et après ça, je me mets à tourner dans le sens anti-horaire, est-ce que ça fonctionne? » Ça, c'est pas la réversibilité. La réversibilité, c'est je change d'organe moteur. Donc je vais poser ma force qui va actionner le mécanisme sur une autre pièce, donc sur la pièce qui était l'organe récepteur. Donc dans le cas de la roue de friction, c'est un mécanisme, c'est un système qui est réversible. Donc maintenant, je veux qu'on se donne des exemples de roues de friction dans la vie de tous les jours. Donc on peut penser par exemple aux roues de métro, là, les wagons de métro qui ont des roues de friction qui permettent au métro de se déplacer. Donc j'écris métro, mais ce qu'il faut comprendre, c'est les roues. On peut penser aussi à un manège à la ronde. Vous avez peut-être déjà vu ça, là, quand on monte, on fait la montée, il y a des petits trous, des roues, généralement, ça ressemble à des pneus, et puis les roues vont pousser sur le manège pour l'envoyer vers le haut avec la force de traction, là. Donc, on peut penser à ça pour un exemple de roue de friction. Donc, je vais écrire manège. Vous pouvez vous écrire n'importe quel autre exemple qui est spécifique pour vous. Donc là, je mets deux exemples, c'est suffisant. Mais si vous avez d'autres exemples qui sont plus parlants, vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pourrez les faire valider aussi. Deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de chaîne et roue dentée. Donc, chaîne, c'est la partie qui va relier les deux roues. Les roues dentées, c'est les deux qui sont aux extrémités. Il pourrait y avoir des organes intermédiaires, on va voir ça à la fin. Donc, il y a des exemples de chaînes et roues dentées dans lesquelles il n'y a pas juste deux roues impliquées, qu'il y en a plusieurs. Et là, on va voir ce qui se passe. Vous remarquerez aussi que
ma petite roue dentée, là, les dents se sont déplacées à l'impression, mais il faut comprendre que c'est les dents qui devraient se retrouver de chaque côté de la roue. Donc, première chose qu'on doit se poser comme question, est-ce que les roues tournent dans le même sens ou dans un sens contraire? Donc, si on exerce la force sur la grande roue dentée, on se rend compte que on exerce la force et on la met en action dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien, la petite roue va être entraînée en rotation également dans le sens horaire. Donc, le lien se fait par la chaîne. Il n'y a pas de contact direct entre les deux roues, contrairement aux roues de friction ou aux engrenages. À ce moment-là, le sens de rotation est conservé. Donc, j'ai le même sens. Ensuite, je vais me poser la question, est-ce que c'est un système qui est réversible? Bien, la réponse, c'est oui. Si je prends la grande roue comme la roue motrice et la petite roue comme la roue réceptrice, j'actionne ma roue motrice. Est-ce que je mets le mécanisme en mouvement? La réponse, c'est oui. Maintenant, je fais une inversion. Donc, je vais venir mettre ma force sur la petite roue qui devient ma roue motrice. Est-ce que la roue réceptrice, maintenant qui est la grande, va se mettre en mouvement? La réponse, c'est oui. À ce moment-là, j'ai un mécanisme, un système qui est réversible. Donc, des exemples de ça, je vais en mettre un qui parle, je pense, à tout le monde. Si vous en voulez un deuxième, vous en mettrez un deuxième. C'est les chaînes de vélo. Donc, les chaînes de vélo, où on pourrait mettre un autre exemple, je ne l'écrirai pas, mais une scie à chaîne, là, une chainsaw en bon québécois pour couper des bûches, par exemple, c'est un mécanisme de chaîne et roue dentée. Donc, la chaîne d'un vélo avec les roues qui vont faire les changements de vitesse ou la chaîne pour une scie à chaîne, c'est accroché à des roues dentées. Maintenant, un autre mécanisme, le mécanisme de poulie et courroie. Donc, même principe que pour chaîne et roue dentée, à l'exception que cette fois-ci, je n'ai pas dedans, c'est deux roues qui sont, si on regardait, il y aurait un creux tout le tour de la roue. En fait, ce serait un espace pour accueillir la courroie qui viendrait se déposer, puis qui permettrait de transmettre le mouvement. Donc, si je tourne, on le voit, là, si je tourne la grande roue, la grande poulie dans le sens horaire, la petite poulie va être entraînée dans le même sens. Donc, le sens de rotation est conservé. C'est aussi un mécanisme qui est réversible. On peut inverser l'organe moteur et l'organe récepteur et la transmission du mouvement va quand même se faire. Donc, c'est un système réversible. Un exemple de poulie et courroie, il y en a plein, là. Les mécanismes là, dans une sécheuse, un sèche-linge, même en dessous d'une laveuse qui fait tourner la cuve, dans une voiture, ce qui entraîne la rotation du moteur et ce qui transmet aux roues, c'est des mécanismes de poulie et courroie. Mais l'exemple le plus flagrant, je pense qu'il parle à tout le monde, c'est l'exemple de la corde à linge. Donc, on met deux poulies à l'extrémité et une corde qui relie les deux poulies, puis on vient accrocher notre linge. Donc, je vais écrire corde à linge. Mais vous pouvez vous mettre un deuxième exemple qui vous parle là, parmi ceux que j'ai nommés précédemment. Maintenant, je reprends, c'est le même mécanisme, sauf qu'on y a fait quelques petits changements, puis ça, il faut comprendre l'impact que ça a. Donc, si je prends le mécanisme initial, puis je viens prendre une des roues, puis je viens la tourner. Okay? Ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va venir croiser la courroie. En faisant ça, on regarde le sens de rotation et le sens de rotation va être inversé. Donc, la poulie qui a été tournée, qu'on lui a fait faire un 180 degrés, elle va tourner dans un sens contraire à la poulie initiale. Donc, c'est ce qui est écrit. Si la courroie est en 8, donc fait une forme un peu d'infini, les poulies vont tourner dans un sens inverse. Donc, peut-être que ça, vous pourriez vous le mettre en fluo. Donc, sens inverse dans le cas où la courroie, elle est croisée. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est que dans l'autre exemple, je prends le premier exemple où j'ai mes deux poulies avec la courroie et là, je viens y ajouter à l'extérieur une poulie qui vient s'accoter à la courroie. Donc, les poulies qui se retrouvent à l'intérieur de la courroie vont tourner dans le même sens. Mais les poulies qui se trouvent à l'extérieur de la courroie vont tourner dans le sens inverse. Donc, ça va inverser le sens de rotation. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut porter attention. Donc oui, si on parle d'un mécanisme où il y a juste deux poulies et une courroie, les deux vont tourner dans le même sens.
mais je peux faire une modification à ce mécanisme-là qui va entraîner un changement dans le sens de rotation. Donc, il faut porter attention à ce petit détail-là. On continue avec le système d'engrenage ou système à roue dentée seulement, même chose. Donc, si on l'avait déjà vu dans un cours précédent, cette fois-ci, j'ai 2 roues seulement, une grande, une petite. Les dents de une sont complémentaires aux dents de l'autre, donc vont entraîner le mouvement. Quand une va fonctionner, ça va entraîner le mouvement de l'autre. Ce qu'on observe, c'est comme il y a un contact direct entre les 2 roues, à ce moment-là, le sens de rotation va être inversé d'une roue à l'autre. Donc, les 2 vont tourner dans le sens contraire. C'est un mécanisme qui est réversible. Donc, je prends ma première roue dentée, par exemple, qui est la grande. J'exerce une force pour la mettre en rotation. Ça va entraîner en rotation la petite. Maintenant, je prends la petite roue qu'on appelle le pignon et je vais me mettre à la tourner. Est-ce que ça va faire tourner la grande? Oui. Donc, c'est un mécanisme, un système qui est réversible. Maintenant, des exemples de ça, on peut parler de tout ce qui est montre ou horloge à l'ancienne, pas digitale. Si on ouvre une horloge ou on ouvre une montre, ce qui va faire en sorte que la grande aiguille, petite aiguille, puis la trotteuse, celle qui se déplace plus rapidement pour indiquer les secondes, donc ce qui va faire varier les vitesses, c'est vraiment les grosseurs des roues dentées qu'on va avoir utilisées. Et en fait, comme c'est un mécanisme d'engrenage, mais quand il y en a une qui va tourner, bien, ça va entraîner le mouvement des autres. Okay? Donc, on peut parler de montre ou d'horloge. Autre mécanisme de transmission du mouvement, depuis tantôt, on est toujours de rotation à rotation. Donc, roue dentée et vis sans fin. Donc, roue dentée, vous savez ce que c'est. Une vis sans fin, c'est une vis qui va tourner, mais qui avancera ou reculera jamais. Elle va toujours tourner sur elle-même, puis elle ne se déplacera pas. Okay? C'est ça le principe d'une vis sans fin. Et là, ce qu'il faut réfléchir, en fait, on va voir ce que ça permet à avoir ce mécanisme-là de roue dentée et vis sans fin. Donc, si vous remarquez, c'est de la rotation à de la rotation. Par contre, l'axe de rotation n'est pas le même par rapport à la roue puis par rapport à la vis sans fin. Donc, ce mécanisme-là permet d'inverser le sens de rotation. Donc, ça sert à modifier l'axe de rotation. Donc, c'est un mécanisme qui est irréversible. Donc, pourquoi c'est irréversible? Je peux tourner ma vis sans fin d'un bord ou de l'autre, ça ne dérange pas, dans le sens horaire ou anti-horaire, et ça va faire déplacer le pignon. Si j'essaie de tourner le pignon, je ne pourrai pas faire tourner la vis sans fin, ça va bloquer. Le mécanisme va se bloquer. À ce moment-là, je ne peux pas inverser l'organe moteur, en fait, changer d'organe moteur pour l'autre pièce. Donc, c'est un mécanisme qui est irréversible. Des exemples de ça dans la vie de tous les jours, pour les amateurs de guitare acoustique, là, il y a des cordes, puis il y a des tendeurs de cordes. Donc, sur le manche, en haut, on a comme des espèces de petites clés qu'on peut ajuster. Donc, c'est ce principe-là. Okay? Donc, on vient tourner et ça va venir actionner un mécanisme de roue dentée et vis sans fin. On peut aussi parler de mécanisme à souffleuse là, pour la chute là, de neige, là, la partie qui va cracher, si on veut, la neige. Il y a des souffleuses qui ont un mécanisme avec un manche, on vient tourner, puis ça vient pivoter la tête de la souffleuse. C'est ce mécanisme-là de roue dentée et vis sans fin. Donc, je vais écrire ces 2 exemples-là. Corde à guitare et souffleuse. Guitare et souffleuse. Il y a une autre chose que je veux vous faire prendre en note. Je vais l'écrire, puis après, je vous l'explique. Donc ça, c'est important de noter cet élément-là. Un tour de vis sans fin, donc je prends ma vis sans fin, j'y fais faire un tour complet, un 360 degrés, que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire, ça n'a pas d'importance. Ça va faire tourner la roue dentée d'une seule dent. Donc ça va faire avancer la roue dentée d'une seule dent. Donc si je veux faire, par exemple, ma roue dentée a 30 dents et je veux lui faire un tour complet, je vais devoir faire 30 tours complets à ma vis sans fin. Donc ça, c'est une notion qui est importante à ajouter, donc un élément qui est important à considérer quand on va faire des analyses technologiques. Donc un tour de vis sans fin fait tourner la roue dentée d'une seule dent. Donc ça fait le tour des mécanismes à apprendre. Donc là, ceux qu'on a vus, c'est les principaux qui sont questionnés aux évaluations du ministère et aux examens que vous ferez en classe. J'ai un petit tableau résumé des mécanismes. Donc, poulies, courroies, on les a tous vus. Donc, j'ai expliqué les trois modèles.
Roue dentée et vis sans fin, c'est fait. Engrenage, c'est fait. Les roues de friction, on a parlé des roues de friction côte à côte, donc les roues de friction qui sont dans le même axe. Par contre, on peut avoir des roues de friction horizontales, verticales. Donc avec le schéma, je pense que tout le monde comprend bien. La partie noire, c'est la roue. Donc il y en a une qui peut être à l'horizontale, puis on vient à côté l'autre à la verticale. Donc quand il y a une qui va tourner, ça va entraîner le mouvement de l'autre. Le système en coin, ça ici, on n'en a pas parlé. C'est le seul où on a de la translation à translation. Donc, ce que c'est le système en coin, je vais essayer de vous faire ça. Mais, par exemple, le coin il est ici. Donc, quand le coin va glisser, il va pousser. Et là, si je pousse sur l'autre, ça va glisser comme ça. Donc, le système en coin, bien là, ça prend des angles, évidemment, comme l'image le montre. Donc, le système en coin, c'est pour montrer un mécanisme, un système dans lequel il y a de la translation à de la translation. Chaîne et roue dentée, on en a parlé. Manivelle, bielle, manivelle. Donc, quand on parle de manivelle, on parle de la roue. Donc, ici, on peut venir s'indiquer. Donc, quand on parle de manivelle, on parle de la roue. Donc, il y a deux roues qui sont reliées avec une bielle qui est la tige. Donc là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais le dessin, ce qui veut dire, là, la petite roue qui est à droite, si je lui fais faire un tour complet, okay, ça ne permettra pas de faire une rotation complète à la grande roue. Ce que la grande roue va faire, c'est qu'elle va osciller comme ça va être une rotation partielle. Donc, elle va aller d'un côté, elle va revenir de l'autre, dépendamment de la position de la petite roue. Okay? Mais ça reste de la rotation à rotation. C'est juste que les rotations ne sont pas complètes. Et dernier exemple, c'est la notion de came et galet. Donc, la came, c'est l'espèce de roue qui n'est pas ronde, celle qui ressemble à une poire. Donc, on peut se l'identifier. Ça, c'est la came. Et le galet, c'est la partie qui vient s'appuyer sur la came. Donc, ici, c'est le galet. Donc, c'est encore de la rotation à de la rotation. Came et galet, transmission du mouvement. Donc, ça fait le tour sur tous les mécanismes avec les petites exceptions, les petits éléments à ajouter. Les siècles passent et les idées changent, on cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire.